Messieurs, tout d'abord, pourriez-vous avoir l'obligeance d'éteindre vos téléphones ou bien du moins de les mettre sur silence pour éviter que cela n'interrompe la conférence. Merci. Ce soir, c'est le 13 novembre, comme vous savez. Immanquablement, les Amis de la Liberté ne peuvent pas ne pas songer aux victimes des attentats de Paris. Et cette tristesse qui remonte en nous m'a fait me tourner vers un ouvrage, une lecture que j'ai reprise, l'introduction à la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Et je voudrais vous livrer 4 citations à ce propos. Ce sera mon hommage à moi. La critique de la religion est la condition première de toute critique, écrit Marx. Plus loin, le fondement de la critique irreligieuse est celui-ci. L'homme fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. Enfin, une très célèbre. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur. L'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Et enfin, la critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique. Ce soir, nous recevons Sophie Bessis, historienne. Elle va nous montrer que les fondamentalismes religieux, contrairement à ce que certains d'entre eux prétendent, ne constituent pas une réaction identitaire au libéralisme économique. Au contraire, ils s'en accommodent fort bien. Ces deux fondamentalismes religieux et marchands, produits de la postmodernité, s'opposent à l'universalisme démocratique en ce qu'ils réduisent les citoyens pour le premier à leurs références identitaires et pour le second à leur rôle de consommateur. Merci Sophie Bessis d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, merci de m'avoir invité. Juste une question. Vous dites que c'est la critique de la philosophie du droit de Hegel. Non, c'est l'introduction. À la critique de la philosophie du droit. À la contribution à la critique. Mais de Marx. Oui. Ah bon, j'avais mal entendu, je me suis dit quand même, je ne suis pas folle. C'est bien, voilà, c'est l'esprit d'un monde privé d'esprit. D'ailleurs, si vous me permettez un commentaire, cette citation de Marx est extrêmement importante, à mon sens, dans la mesure où on l'a bêtement résumé, à dire la religion c'est l'opium du peuple. Et c'est tout ce qu'on a retenu. Mais tout ce qui est dit avant explique justement, en grande partie, explique notre monde d'aujourd'hui. Pourquoi la religion, c'est l'esprit d'un monde privé d'esprit, c'est le soupir de la créature accablée. Pourquoi aujourd'hui assiste-t-on, et je reviendrai, hein, là c'est vraiment, pourquoi assiste-t-on à ce que d'aucuns appellent un retour du religieux, à ce que d'autres, que je trouve plus pertinent, appellent un recours au religieux. Alors, pourquoi assiste-t-on aujourd'hui à cela, si ce n'est que justement, eh bien, dans un monde privé de sens, ou privé de sens accessible, eh bien, la religion, c'est, je vais le dire plutôt vulgairement,
mais c'est un sacré médicament, quand même. Et ça l'a toujours été. Et il ne faut pas oublier cela. Si on veut, non pas, bien sûr, lutter contre ce recours, mais si on veut le comprendre, et on ne peut pas lutter sans comprendre. C'est impossible. Et comprendre nécessite aussi parfois, à certains moments, une compréhension intime. Pourquoi telle personne pense ainsi? Pourquoi tel groupe pense ainsi? Qu'est-ce qui fait que? Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont été amenés à penser ainsi? Nous discutions tout à l'heure avant cette conférence et nous parlions des fondamentalismes évidemment religieux et je disais mais la question essentielle à mon sens c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et quels ont été les échecs des autres pour le triomphe de ceux-ci? Et si on ne se pose pas la question des échecs, eh bien, je crois qu'on rate la moitié de ce contre quoi on désirerait lutter. Maintenant, il est difficile pour moi de résumer ce livre qui est quand même relativement épais. Non, c'est pas bien. Et que j'ai intitulé La double impasse. Pourquoi, effectivement? Parce que l'universel de nos jours est pris entre ces deux injonctions fondamentalistes, qui est l'injonction fondamentaliste marchande et l'injonction fondamentaliste religieuse. Je ne parle jamais d'universalisme, je parle d'universel. Et je vais expliquer pourquoi. L'universalisme et l'universel, ce n'est pas la même chose. En fait, si l'on essaye de voir, peut-être dans un premier temps, je peux commencer par là, pourquoi l'universel est en danger aujourd'hui? Pourquoi je dis qu'il est à l'épreuve? Pourquoi il est en danger? Pour trois raisons principales. Certes, et je vais y revenir, bien sûr, ce que j'appelle le fondamentalisme marchand, puisque je pense qu'aujourd'hui, la forme contemporaine du capitalisme est une théologie. C'est une théologie, il faut revenir à ce que disait Madame Thatcher. Il disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Et quand il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une vérité, qu'on est en face d'une vérité absolue, bien sûr. Et si on est en face d'une vérité absolue, eh bien, on n'est pas très loin de la théologie. Et donc, il y a trois choses qui le menacent, disons. Ce fondamentalisme marchand, sur lequel je vais revenir, les fondamentalismes religieux et identitaires, qui sont souvent couplés, mais pas toujours, et l'universalisme occidental. En fait, quand on regarde l'itinéraire, la trajectoire en Occident de cet universalisme, on peut dire qu'il a commencé avec la sécularisation de la Renaissance, mais que son acte de naissance à l'état civil de la pensée mondiale, ce sont les Lumières européennes, évidemment. C'est-à-dire les Lumières européennes nées, je vais faire beaucoup de peine aux Français, mais nées dans l'Angleterre du XVIIe siècle, qui est quand même la première patrie de l'énonciation de l'universel profane, avec des penseurs comme Locke et comme Hobbes, bien entendu, et un siècle plus tard, et seulement un siècle plus tard, en France, avec les penseurs des Lumières françaises, c'est-à-dire Montesquieu d'abord, puis Voltaire, Diderot, et Rousseau qui était suisse, qui était genevois. Et Rousseau n'aurait pas pensé de la même façon s'il n'avait pas été genevois. Et donc, en fait, c'est une impasse de l'universalisme. Quelle est l'impasse de l'universalisme dit occidental? C'est que l'universel européen, l'universalisme européen, pardon, né avec cette pensée qui va du XVIIe au XVIIIe siècle, énonce, en fait, se différencie des autres universaux parce que, en fait, les valeurs universelles ont été produites par toutes les civilisations du monde. Ce n'est pas l'Occident qui en est l'inventeur exclusif. Toutes les civilisations ont produit leur modalité des universaux.
mais en général en cantonnant ces universaux à la sphère morale. C'est le « tu ne tueras point », tu ne voudras pas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, etc. Donc, ce sont des universaux cantonnés à la sphère morale et donc à la sphère des universaux religieux. Et tous les universaux religieux produisent cette part d'universel. Au fond, l'Europe a produit, peut-être la première, un universel profane, détaché de la sphère religieuse. Mais cet universalisme profane, qui donc voulait être universel, a créé lui-même ses impasses. Prenons le XVIIIe siècle, prenons la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française, et l'habitus occidental de cette fin du XVIIIe. Donc, l'universel est énoncé par les pensées des philosophes des Lumières. Immédiatement, les femmes en sont exclues. Immédiatement. Elles ne font pas partie à l'universel. La Révolution française a exclu les femmes de la vie politique en leur interdisant le droit de vote. Elles avaient le droit, comme disait Olympe de Gouges, d'être guillotinées, mais elles n'avaient pas le droit de voter. Bon, donc elles n'ont eu aucun droit. Prenons les États-Unis, la déclaration d'indépendance américaine qui est un modèle d'humanisme, et donc qui énonce l'universalisme. Mais les esclaves en sont exclus. Les énonciateurs de l'universalisme américain, Washington, Jefferson, étaient des propriétaires d'esclaves. Bon, ça commence à faire du monde. Les femmes, les esclaves. Un siècle plus tard, l'impérialisme occidental a exclu les colonisés des bénéfices de cet universalisme. Ça fait quand même beaucoup de monde quand on en rajoute. C'est-à-dire qu'en même temps que les Occidentaux énoncent leur universel, ils le clôturent dans une impasse. Ils le clôturent dans une impasse dans la mesure où, et je reprends là une définition des féministes dans les années 1970, qui disent au fond, si on enlève les femmes, les esclaves, les colonisés, l'homme universel est le mâle blanc. C'est tout. Toutes les autres occurrences de l'humanité sont exclues. Et ça, effectivement, c'est une des impasses dont l'Occident n'est pas encore sorti aujourd'hui. C'est-à-dire que les Occidentaux ont du mal, et j'y reviendrai à la fin de mon intervention, les Occidentaux ont du mal à ne pas se concevoir comme le centre du monde. C'est extrêmement difficile. C'est-à-dire ont du mal à se décentrer, à se provincialiser. Si je reprends le titre de l'ouvrage d'un historien indien, Dipesh Chakrabarty, qui est un des grands penseurs l'école historique indienne est une des écoles les plus importantes dans le monde d'aujourd'hui, et le bouquin, le livre culte de cet historien Dipesh Chakrabarty, c'est Provincialiser l'Europe. Voilà. Et donc, ça c'est une impasse dont aujourd'hui, de plusieurs façons, les autres humanités essayent de sortir. Deuxième impasse, c'est le fondamentalisme marchand, qui est un des deux fondamentalismes donc, que j'essaye d'analyser dans cet ouvrage. Alors, cette mondialisation marchande, comment peut-on la définir? Il faut bien comprendre que, à partir du début des années 1980, à peu près, on peut le dater du couple Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Angleterre, qui change la nature du capitalisme, totalement. C'est-à-dire qui revient d'abord à une mondialisation, qui était la mondialisation depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été extrêmement égratignée par la crise de 1930, et donc, à partir du moment où la crise de 1930 avait amené à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en gros à 60 millions de morts, ce qui n'est pas tout à fait anecdotique, et à un génocide, eh bien, on a essayé, après la Deuxième Guerre mondiale,
de créer un capitalisme, disons, plus acceptable, plus humain, où le rapport capital et travail était à peu près équilibré. Et ce qui a donné naissance à des capitalismes nationaux, d'une certaine façon, des capitalismes social-démocrates. Et la grande période 1945-1980 est la grande période des capitalismes sociaux, des capitalismes social-démocrates. Mais enfin, cette période s'est à peu près achevée à la fin des années 70, au début des années 80, avec les crises pétrolières, avec une série de crises que je n'ai pas le temps de développer ici, et on est arrivé à une nouvelle manière d'être capitaliste, c'est-à-dire à ce capitalisme de la mondialisation contemporaine, qui a été facilité, qui n'a pas été créé, qui a été facilité aussi par la révolution technologique, qui est une révolution technologique absolument fondamentale dans l'histoire de l'humanité, qui est peut-être aussi fondamentale que la révolution néolithique, qui est celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui change totalement les paradigmes de notre rapport au monde et qui a facilité évidemment la mondialisation. Parce qu'entre un bateau qui transporte des marchandises en 3 mois et un clic sur un ordinateur qui la transporte en 1/1000 de seconde, il y a quand même une sacrée différence. Bon. Et donc, cette mondialisation contemporaine a rebattu totalement les cartes de l'organisation du monde. Donc, je vous le disais, elle est inaugurée au début des années 80 et disons que d'abord, par quoi est-elle facilitée? Évidemment, je vous parlais de la révolution numérique, mais elle est facilitée par le naufrage d'un messianisme laïque qui a été le communisme et qui s'est suicidé dans ses réalisations concrètes. Qui s'est suicidé dans ses réalisations concrètes et qui a laissé la place, évidemment, dans la mesure où la politique est comme la nature, elle a horreur du vide, qui a laissé la place à de nouvelles constructions identitaires. À de nouvelles constructions identitaires qui ont été pour la plupart à socle religieux, mais pas toutes, pour la plupart d'entre elles. Deuxième constat qu'il convient de faire, c'est le triomphe, comme je vous le disais, d'une forme particulière de capitalisme, qui est le capitalisme financier, où le profit à court terme, d'abord, l'emporte sur toute autre considération, ce qui n'était pas le cas du capitalisme industriel. Dans le capitalisme industriel, vous investissez pour construire une usine, ça prend du temps. Et donc, les bénéfices du capitalisme industriel sont des bénéfices qui peuvent être différés. Dans le capitalisme financier, le bénéfice est immédiat. C'est-à-dire que le retour sur investissement, qui est une caractéristique du capitalisme financier, est un retour qui doit être quasi immédiat, le retour sur investissement. Et donc, et cette logique du capital investi, disons, se propage à tout le vivant. Tout devient marchandise, absolument tout, y compris le corps humain. Le corps humain est une marchandise aujourd'hui. On marchandise ce que l'on veut. Et évidemment, cette mondialisation est, et c'est peut-être sa caractéristique la plus importante, une mondialisation de la société de consommation. Car ce capitalisme ne peut perdurer que s'il s'appuie sur une production illimitée de biens matériels et une consommation illimitée de biens matériels. Ce capitalisme ne peut pas s'arrêter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est tout à fait illusoire de penser qu'il peut devenir frugal, par exemple. Ce n'est pas possible. Un capitalisme financier qui pourrait devenir un capitalisme frugal, par exemple en tenant compte de l'environnement, en tenant compte... Ce capitalisme-là se suiciderait s'il devenait frugal, parce qu'il ne peut perdurer que par cette production et cette consommation illimitée de biens matériels. Mais le problème, c'est que cette consommation illimitée est devenue l'horizon indépassable du progrès humain. Ce qu'on appelle le progrès, qui est une notion qu'il convient de revisiter de façon catégorique aujourd'hui,
ce progrès, en fait, cette consommation, le progrès se résume dans la consommation, et cette consommation est consommer, c'est aspirer au bonheur, en fait. Consommer de plus en plus, c'est aspirer au bonheur. Je vais donner un exemple. Pourquoi? Dans les revendications sociales que l'on peut observer dans un pays comme la France ou dans toute l'Europe, qui sont des revendications sociales parfaitement légitimes, bien entendu. Mais pourquoi on les résume dans une expression, le pouvoir d'achat? Pourquoi est-ce que ça s'exprime? Le vocabulaire a du sens. Hein. Le bonheur, c'est le pouvoir d'achat. Alors, il est évident qu'il y a des secteurs, des classes sociales qui souffrent qui souffrent d'une condition sociale précaire. Il ne s'agit pas de dire, mais pourquoi ça se résume dans le pouvoir d'achat? Pourquoi n'a-t-on pas trouvé autre chose que ce terme? Cela veut dire que pouvoir acheter, c'est réaliser son aspiration au bonheur. Le problème, donc, c'est que cet individu consommateur que l'on nous propose comme horizon du bien-être humain, c'est un individu solitaire. La consommation est un acte solitaire, ce n'est pas un acte collectif. La consommation détruit du collectif, en réalité. Quand on consomme, on est tout seul. Quand on est devant sa machine, on est tout seul. Donc nous sommes aujourd'hui dans une société qui détruit du collectif par rapport et qui crée un individu captif de son acte de consommation. Totalement. Qui crée cet individu captif. Je ne veux pas dire, parce qu'il ne faut pas confondre, là aussi c'est une question de vocabulaire, l'émergence du sujet, qui peut être considéré comme un progrès, par rapport à la tyrannie des groupes, hein, quels que soient ces groupes. Mais le sujet et l'individu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Et donc nous avons un individu captif de son acte de consommer, et qui fait que cette évolution fait que nous sommes constamment à la recherche de droits individuels et que nous ne sommes plus à la recherche de droits collectifs. Alors, effectivement, il y a une multiplication des droits et chaque groupe, ce qui est une excellente chose pour la mondialisation capitaliste, chaque groupe humain milite pour ses propres droits et non plus pour des droits collectifs. Vous pouvez le voir dans tous les discours. Voilà. Alors, les uns militent pour un droit à l'enfant. On n'est plus, c'est plus le fait d'avoir des enfants. Il y a un droit à l'enfant. C'est la raison pour laquelle vous avez la GPA, etc., etc. C'est les droits de groupes extrêmement restreints. Et pourquoi je dis donc, il y a une fragmentation des revendications sociales aujourd'hui. Une fragmentation très grande de ces revendications qui est tout à fait bénéfique à cette forme de capitalisme dont je vous parlais, puisqu'il n'y a plus de grands collectifs qui puissent s'opposer à lui. Et il y a des petits collectifs que l'on peut instrumentaliser à sa guise. Je regarde ma montre parce que je voudrais ne pas parler trop longtemps et que nous puissions débattre par rapport à ce que je dis. Voilà donc, alors, cette mondialisation que d'aucuns veulent nous faire passer pour une nouvelle forme d'universalisme. Au fond, tout le monde vit de la même manière, plus ou moins. Si vous allez dans toutes les capitales mondiales, vous retrouvez les mêmes grandes marques partout dans le monde. Vous retrouvez d'une façon ou d'une autre, plus ou moins dans les sociétés urbaines, au moins les mêmes façons de vivre, les mêmes aspirations également à cette consommation. Et la question qu'il convient de se poser, est-ce que c'est une nouvelle forme d'universalisme? Moi, dans ce travail, je réponds non. Je réponds non, pourquoi? Je dis non parce que, est-ce que c'est une nouvelle forme d'universel? Parce que, au contraire, la mondialisation, à mon sens, s'oppose à l'universel, n'est pas
une nouvelle forme d'universel, mais s'y oppose. Pourquoi? D'abord, cette mondialisation s'accommode de toutes les formes de réclusion identitaire. Cette mondialisation n'a aucun mal avec les réclusions identitaires, à partir du moment, évidemment, où ces réclusions identitaires s'insèrent dans l'organisation capitaliste du monde. Donc, à partir de là, donc là où l'universel récuse le particulier, quand ce particulier est négateur de droit, la mondialisation s'en sert au contraire pour pénétrer des espaces auxquels elle n'avait pas accès. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. D'abord, il faut bien voir que tous les fondamentalismes religieux sont ultra-libéraux sur le plan économique. Les régimes islamiques les plus autoritaires, si je prends les monarchies du Golfe par exemple, eh bien, sont des temples du libéralisme. Aujourd'hui, toute société, toute compagnie, tout idéologue du libéralisme va avoir une antenne à Dubaï. C'est la mode du siècle, c'est Dubaï. Donc, vous avez une cohabitation parfaitement harmonieuse entre la banque et le Coran dans les monarchies du Golfe. Mais c'est la même chose dans les fondamentalismes du christianisme. C'est exactement la même chose. Les évangéliques protestants sacralisent l'enrichissement individuel dans la mesure où, bon là je ne vais pas reprendre les théories weberiennes, hein, mais on pourrait remonter à Weber, on pourrait remonter à Calvin même, car l'enrichissement individuel est considéré comme une distinction divine chez les évangéliques. Et ça peut remonter, on peut remonter au calvinisme hein, sans aucun problème. Bon, et donc, en fait, la mondialisation pénètre ces espaces. Je vous parlais des monarchies du Golfe, mais prenons l'exemple de la finance islamique. Vous savez ce que c'est que la finance islamique? La finance islamique, c'est des placements financiers qui ne contreviennent pas au corpus doctrinal musulman. Or, le corpus doctrinal musulman interdit le prêt à intérêt. Or, toute finance, tout emprunt bancaire, tout fonctionnement des banques fonctionne évidemment sur le prêt à intérêt. Alors, comment trouver des astuces pour ne pas faire du prêt à intérêt? Il y a plein d'astuces qui ont été trouvées pour ne pas faire du prêt à intérêt. Je ne vais pas vous les expliquer parce que c'est sur le plan bancaire, c'est relativement technique, mais il y en a plein. Quelles sont les capitales aujourd'hui de la finance islamique? Certes, à Dubaï, dont je vous parlais, on pratique la finance islamique. Mais les capitales de la finance islamique, c'est Wall Street et c'est la City de Londres. Bon, donc, et toutes les grandes banques mondiales, dont les banques françaises, je pense à BNP Paribas par exemple, ont des bureaux de réflexion qui s'appellent les Sharia Board, pour voir si tel placement est compatible avec ce qu'on appelle la Sharia. Bon, voilà, donc ils ont des Sharia Board. Bon, donc vous voyez que la mondialisation capitaliste s'accommode parfaitement des réclusions identitaires quelles qu'elles soient. Les grandes sociétés européennes et américaines, bon, même si aujourd'hui ça tangue un peu du fait de la politique de M. Trump, enfin, n'ont aucun problème à investir en Chine, même si la Chine, le régime chinois, récuse les principes universels au nom des valeurs asiatiques, au nom de ce qu'il appelle les valeurs asiatiques. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que toutes les réclusions identitaires ne sont pas toutes à socle, elles ne sont pas toutes à socle religieux. Et il y en a d'autres qui fonctionnent très bien. Donc voilà, donc ce monde, cette mondialisation n'a aucun problème avec les réclusions identitaires, qu'elles soient à socle religieux ou qu'elles ne soient pas à socle religieux. Et dans l'époque parfaitement contemporaine, on peut aller plus loin, et si mon bouquin n'avait pas déjà un certain âge,
j'en aurais fait une analyse. Au fond, cette mondialisation capitaliste, cette mondialisation de type financier, hein, je dis qu'il s'agit depuis 40 ans d'un type tout à fait particulier de capitalisme. S'est accommodée de la démocratie. Elle s'est accommodée des réclusions identitaires, et elle s'est également accommodée de la démocratie. Ça ne la gênait pas. Aujourd'hui, ça la gêne. Aujourd'hui, ça la gêne. Et quand on regarde l'attitude des géants de la tech, aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant, l'attitude des géants de la tech. Parce que les géants de la tech, qui sont tous américains, hein, aujourd'hui, les grandes sociétés, chaque fois que vous consultez votre portable, votre ordinateur, eh bien, vous êtes esclave d'Amazon, de Microsoft, d'Apple. Hein, bon, on a beau penser progressiste, on n'agit jamais progressiste. Il ne faut quand même pas oublier ça. Ces sociétés, c'est la fameuse Silicon Valley, ces inventeurs géniaux qui ont construit une espèce de mythe. Là, ils étaient tout jeunes, il y a 30 ans, et dans leur salle de bain ou dans leur cuisine, ils ont inventé des trucs absolument géniaux dont on se sert aujourd'hui. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Mais enfin, disons que le mythe, c'est un peu ça. Hein. On a sacralisé les Steve Jobs, on a sacralisé tout cela. Mais aujourd'hui, la démocratie ne les arrange plus. Parce que il faut être... On arrive au bout de cette modalité particulière du capitalisme qui est la dérégulation absolue. C'est ce qu'on appelle les libertariens. Hein, voilà. La dérégulation absolue. Or, un régime démocratique est producteur de règles. Parce que pour vivre en société, nous avons besoin de règles. Hein. Et sinon, on ne peut pas faire société sans règles. Et donc, aujourd'hui, eh bien, tous les génies de la Silicon Valley se sont ralliés à Donald Trump dans la mesure où il est le chantre. Il votait démocrate il y a 20 ans, et maintenant ils se sont tous ralliés à Donald Trump dans la mesure où le capitalisme d'un Donald Trump et de sa base idéologique, de sa base sociologique, est un capitalisme de la dérégulation. Donc voilà du côté de la première impasse, si je puis dire, celle de cette théologie marchande. Alors pourquoi je l'ai appelée théologie? Ça, je fais une toute petite digression. C'est parce que ce capitalisme-là s'appuie sur des règles, sur des croyances qu'il pense intangibles. La première, c'est la capacité infinie d'autorégulation du capitalisme. C'est faux. Le capitalisme ne peut pas s'autoréguler. Et donc, effectivement, il faut des régulations non marchandes. Donc des régulations étatiques ou des régulations multilatérales, ça dépend des époques auxquelles on se... Donc, à partir du moment où on a une croyance absolue, on est dans une théologie. Alors l'autre versant, disons, de cette impasse, c'est effectivement les réclusions, les fondamentalismes religieux. Pourquoi j'emploie les fondamentalismes religieux? Parce que chaque religion produit son fondamentalisme. Aujourd'hui, en Europe, on est totalement obsédé, et vous parliez du 13 novembre de l'anniversaire tout à l'heure, par le fondamentalisme musulman. Effectivement, il existe, incontestablement, et il peut prendre des formes extrêmement violentes, comme on l'a vu lors des attentats il y a 10 ans, mais également comme le califat de Daesh en Syrie et en Irak, parce qu'il ne faut pas oublier que ce djihadisme a tué jusqu'ici beaucoup plus de musulmans que de non-musulmans. Donc, mais les autres religions sont parfaitement productrices de fondamentalisme. Je vous parlais des évangéliques de l'ère protestante tout à l'heure, effectivement, qui ont un poids politique absolument essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Je peux vous parler, si on ne s'en tient qu'au monothéisme, qu'aux 3 monothéismes dits abrahamiques, le fondamentalisme juif aujourd'hui en Israël a une capacité de nuisance absolue dans la mesure où l'extrême droite israélienne dicte l'agenda de la politique de ce pays, c'est-à-dire un agenda guerrier, un agenda suprémaciste,
un agenda expansionniste. Mais on peut aller plus loin. Les fondamentalismes religieux ne se limitent pas à la sphère des trois monothéismes abrahamiques, ou que l'on appelle abrahamiques. Si l'on prend l'Inde de M. Narendra Modi, l'Inde aujourd'hui est gouvernée par un parti fondamentaliste hindou qui est un parti suprémaciste profondément, et donc d'un nationalisme à base ethnico-religieuse. Et si je reprends la formule d'Hannah Arendt, par exemple, vous avez pensé, tout nationalisme à base ethnico-religieuse aboutit à une forme ou à une autre de fascisme. C'est une règle que jusqu'à maintenant, malheureusement, le réel n'a jamais remis en cause. Et donc voilà, donc dans la deuxième partie de cet ouvrage, pour illustrer mon propos sur le fondamentalisme religieux, j'ai pris l'exemple de la région du monde que je connais le moins mal, qui est le monde arabe. J'ai essayé de montrer comment, à partir de 2011, disons, à partir de ce qu'on a appelé les printemps arabes, que j'ai analysé dans cet ouvrage, ces printemps arabes ont pu être récupérés par les fondamentalismes religieux, alors que les aspirations démocratiques de cette partie du monde étaient extrêmement importantes. Mais ces fondamentalismes, ils peuvent être à base religieuse, comme je vous le disais, ils peuvent être à base ethnique également, ils sont complémentaires, si je puis dire, de ce fondamentalisme marchand dont je vous parlais à un instant, dans la mesure où ils enferment les sociétés sur elles-mêmes et en fait, ils refusent toute... on les appelle différentialistes. Pourquoi les appelle-t-on différentialistes? Parce que si l'on prend l'histoire des civilisations, prenons toutes les civilisations que l'humanité a créées, vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure, en tout cas dans les citations que vous évoquiez, c'est que on oublie aujourd'hui que ce sont les hommes qui ont créé les religions et non pas les religions qui ont créé les cultures. Que ce sont les cultures qui ont créé les religions et non pas les religions qui ont créé les cultures. Or, quand vous voyez le langage aujourd'hui et le langage de ce repli identitaire qui a gagné le monde, on a l'impression que que les cultures sont résumées à la religion dominante ou à la religion hégémonique des pays dans lesquels elles s'exercent. J'ai écrit un petit essai récemment où j'essaie de démonter cela, c'est-à-dire dans la formule de judéo-christianisme, où j'essaie de déconstruire cette formule de judéo-christianisme en montrant qu'il s'agit d'une immense supercherie. Et ce qui est très, très, très intéressant dans cette formule, c'est qu'elle convoque deux principes religieux. Le judéo-chrétien, qui sont deux principes religieux. Dans ma génération, quand j'allais à l'école, on m'apprenait que la civilisation européenne était gréco-latine. Il est intéressant de voir ce glissement du gréco-latin au judéo-chrétien. Aujourd'hui, plus personne ne vous apprendra que la civilisation européenne est gréco-latine, mais tout le monde vous dira qu'elle est judéo-chrétienne. C'est une question à laquelle il faut se poser cette question, parce qu'on oublie dans ces assignations identitaires, l'on oublie que toute civilisation est le produit d'échanges et de circulation. Il n'y a pas une civilisation dans l'histoire de l'humanité qui n'a pas été le produit d'échanges et de circulation entre aires culturelles différentes. Et à partir du moment où une culture se ferme, eh bien, elle cesse de produire de la civilisation. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'analyser dans la deuxième partie de cet ouvrage,
c'est-à-dire, au fond, le refus de l'universel, au nom soit de l'assignation religieuse, au fond, voilà, les fondamentalismes musulmans de l'ère musulmane disent on ne peut pas communiquer avec les autres cultures, puisque l'islam est un tout et il ne peut pas échanger avec d'autres cultures, il ne peut pas se modifier, il ne peut pas évoluer au contact d'autres cultures. Les chrétiens disent la même chose, les hindous disent la même chose, les fondamentalistes juifs disent la même chose. Et à quoi se réfère-t-il pour légitimer cet enfermement? Il se réfère au fait que, si l'on prend les musulmans, si l'on prend les groupes dominés dans le monde, il se réfère au fait que, au fond, l'universalisme européen, comme je vous le disais tout à l'heure, était l'universalisme d'un groupe dominant, et qu'il était un outil pour dominer, en fait, le reste du monde. Et que donc, ce refus de l'universel au nom de la défense des groupes dominés permet à chaque entité culturelle de s'enfermer sur elle-même. Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, cet enfermement sur soi, puisque toutes ces idéologies, en fait, elles reprochent à l'universalisme d'être une invention occidentale. En disant, après tout, l'universalisme n'est pas universel, c'est une invention de l'Occident, c'est une invention des Lumières occidentales, et nous n'avons pas à nous référer à ces Lumières. Et c'est là, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il convient de faire une différence entre universalisme et universel. Dans la mesure où il est vrai que l'universalisme occidental a servi de couverture à ces entreprises impérialistes. Les Européens sont allés coloniser au nom de leurs valeurs. Il fallait, dans la mesure où c'était les valeurs de la civilisation, il fallait aller coloniser les races inférieures pour leur inculquer les valeurs de cette civilisation. Je reprends la fameuse phrase de Jules Ferry en 1880 à l'Assemblée nationale, qui disait, et je cite avec des guillemets, les races supérieures ont pour devoir d'aller coloniser les races inférieures pour leur inculquer les éléments de la civilisation. Certes, il a inventé l'école laïque en France, mais il n'a pas inventé que ça. Voilà. Ça a été quand même, Jules Ferry a été un des chantres de la colonisation française. Et donc, les Britanniques, les Français, les Belges, sont allés coloniser des primitifs parce qu'ils étaient les seuls porteurs de ces valeurs universelles. Faut-il récuser ces principes parce qu'ils ont été un des outils de la domination impérialiste? Vous avez deux écoles là-dessus. Vous avez ce qu'on peut appeler l'école postcoloniale, dont de grands écrivains indiens que je citais tout à l'heure, au plus connu en Occident, Edward Said avec son livre Orientalisme, ont récusé l'utilisation par les Occidentaux des principes universels sans récuser les principes eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et toute l'école postcoloniale a récusé, a voulu, et veut encore, universaliser l'universel. Parce qu'à partir du moment où cet universel était monopolisé par l'Occident, ce n'était pas un vrai universel. Comme je vous le disais tout à l'heure, il s'incarnait dans le mâle blanc. En revanche, ceux qui sont venus un peu après, et qu'on appelle les rhétoriques décoloniales, elles, ne récusent pas seulement l'utilisation par les Occidentaux de ces principes comme outil de leur impérialisme, mais en finissent par récuser les principes eux-mêmes, au nom justement de logiques identitaires qui feraient que bien chaque
peuple, chaque culture aurait ses propres valeurs et qui ne seraient pas communicables entre elles, dont nous arrivons dans des logiques de l'enfermement qui sont extrêmement dommageables, évidemment, au principe qu'il convient de défendre. Alors, pour finir, comment sortir de cette impasse? Comment est-ce qu'il y a des moyens de sortir de ce que j'appelle, moi, une double impasse, c'est-à-dire cette impasse de cette rencontre délétère, en fait, entre les fondamentalismes marchands et les fondamentalismes ethno-religieux. Comment défendre à la fois les dominés sans tomber dans l'écueil du différentialisme, de dire nous sommes tous différents et il n'y a pas de, au fond, il n'y a pas de genre humain. Alors que, en fait, la condition humaine a toujours été tiraillée, si vous voulez, entre son aspiration à être un genre humain, où tous les humains sont les mêmes, et une diversité culturelle qui est extrêmement importante et qui fait la richesse de l'humanité, mais qui ne doit pas se transformer en frontières inséparables, en réalité. Et donc, comment défendre les groupes historiquement dominés sans tomber dans cet écueil du différentialisme? Comment sauvegarder la possibilité de construire de l'universel? Parce que il existe, quelles que soient les régressions que l'on observe aujourd'hui, parce que, et là, je fais une petite digression, aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas seulement les fondamentalismes religieux qui combattent cet universel. Prenons toutes les extrêmes droites occidentales aujourd'hui, de l'Italie de Mme Meloni, au Rassemblement national en France, à la Hongrie de M. Orban, à la Pologne, évidemment à l'exceptionnalisme américain des soutiens de M. Trump. M. Trump lui-même n'a aucune idéologie. La question n'est pas M. Trump. M. Trump n'a qu'un seul Dieu, c'est l'argent. Hein, il n'y en a pas d'autre. Donc il est plutôt du côté du fondamentalisme marchand que du côté du fondamentalisme religieux. Mais il est soutenu par le fondamentalisme religieux. Et donc vous voyez les coexistences, comment elles se construisent. Donc en fait, il existe quelque chose que l'on pourrait appeler de l'universel. Cela existe, au fond, et cela existe, et même dans les pays qui se réclament de ces identités fermées, eh bien, vous avez des luttes, justement, qui se font au nom de ces principes universels. Parce que ces principes universels sont relativement simples, si on veut bien les voir, quelle que soit sa couleur, son sexe, sa culture, son genre. Un humain qui est torturé a mal. Voilà, la douleur est la même. Et donc, il convient de lutter contre la torture. Et c'est un principe universel. La plupart des êtres humains ont envie d'avoir la liberté de choisir leurs gouvernants et de les récuser quand ils n'en veulent plus. Et ça s'appelle la démocratie, tout simplement. Voilà. Et ça fait partie de ces universaux qui sont de ces universaux. Je n'ai pas besoin de leur coller un adjectif. Donc, nous sommes aujourd'hui devant un défi, devant ces empêchements à la réalisation de ces universaux. Comment peut-on dépasser cela? C'est-à-dire comment fabriquer un universel qui puise à toutes les cultures. Et c'est bien ça l'impasse de l'universalisme occidental. C'est qu'il ne veut puiser qu'à sa seule culture. C'est que cet universel occidental ne veut être redevable qu'à lui-même, en fait. Et il ne peut pas être accepté par le reste du monde s'il reste dans cet enfermement. Et donc, comment inscrire ces universaux qui sont, comme je vous le disais au début de mon intervention, que l'on retrouve dans toutes les cultures, comment
fabriquer un universel qui intègre tout, y compris les apports de la modernité occidentale, évidemment. Elle a concouru à la fabrication des universaux, mais elle n'est pas seule à les avoir fabriqués. Voilà. Et donc, plusieurs conditions, à mon sens, doivent être réunies pour y parvenir. D'abord, l'Occident doit entrer. Il est contraint de le faire aujourd'hui, mais il doit entrer volontairement dans une réflexion post-hégémonique de sa place dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'absolument central. Tant que les Occidentaux ne pourront pas réfléchir à leur place dans le monde et ne pourront pas se décentrer. Prenons une carte de géographie. Vous savez que la Terre est ronde, je ne vous apprends rien. Il n'y a pas de platistes dans cette assemblée. Non, parce que ça existe, hein, les platistes. Bon. Donc je pense qu'il n'y a pas de platistes dans cette assemblée, donc nous sommes tout à fait d'accord pour dire que la Terre est ronde. Bon. Et donc la Terre est ronde et les cartes de la Terre sont des cartes plates. Donc c'est des cartes qui déforment, bien sûr, la rotondité de la Terre. Et quand on regarde ces cartes plates, on voit que l'Europe est au centre, toujours dans ces cartes. C'est ce qu'on appelle la projection Mercator. Bon. Et que le Groenland, par exemple, est aussi grand que l'Afrique. Quand vous regardez les projections, il est 4 fois plus petit ou 5 fois plus petit, quelque chose comme ça. Donc c'est intéressant de voir ces projections qui montrent l'Europe comme centrale. Et on essaye aujourd'hui, il y a des chercheurs, des géographes, qui essayent de faire d'autres projections qui donnent une image plus correcte, on va dire, des différentes parties de la planète. Donc l'Europe et l'Occident, parce que l'Amérique du Nord étant un prolongement, en fait, de l'Europe, même si l'Amérique du Nord a acquis son autonomie et est devenue la première puissance mondiale, place qu'elle n'a pas encore perdue, place qui est en train de lui être contestée, entre autres évidemment par la Chine, mais qu'elle n'a pas encore perdue, l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis. Donc, il faut entrer dans cette réflexion post-hégémonique de son rapport avec les autres. Et donc, cette opération de décentrement pourrait, à mon sens, faciliter l'abandon des replis identitaires dans d'autres parties du monde. Parce que ces replis identitaires sont aussi une façon de réagir à la centralité de l'Occident, en disant non, nous sommes différents de vous. Au fond, c'est une opération de retournement du stigmate. Vous êtes différents? Oui, nous sommes différents. C'est ce qu'on appelle des opérations de retournement du stigmate. Ensuite, évidemment, il faudra retisser, je préfère employer le conditionnel parce qu'on n'en est pas là, retisser du collectif, retisser des solidarités, ne pas se battre au fond chacun dans son coin. Donc en fait, il conviendrait, et c'est un travail de très longue haleine, auquel évidemment des chercheurs se sont attaqués depuis longtemps. Je vous parlais de l'école historique indienne, mais je pourrais en citer d'autres. Donc c'est dans une double déconstruction des discours identitaires. C'est dans une déconstruction d'abord évidemment de cette mondialisation, cette modalité particulière du capitalisme, qui est le capitalisme financier, qui est en voie d'épuisement aujourd'hui. Attention, ne tombons pas dans l'erreur qui a duré du 19e siècle à la fin du 20e, où l'on nous a beaucoup parlé de l'agonie du capitalisme. Cette agonie du capitalisme n'est jamais advenue comme nous pouvons le voir aujourd'hui. On nous en a beaucoup parlé. Et donc, ne tombons pas sur cela. Cet épuisement est un épuisement qui va être dû à d'autres facteurs, qui ne seront pas forcément les luttes auxquelles on a eu coutume qui ont été tout à fait utiles hein, pour l'amélioration de la condition ouvrière, pour des tas de choses. Mais c'est effectivement, aujourd'hui, cet épuisement de cette forme du capitalisme financier, c'est qu'il s'épuise lui-même. Qu'il s'épuise lui-même, c'est-à-dire qu'on va aller de bulle en bulle, mais surtout, et ça c'est du long terme, à force de vouloir tout marchandiser, évidemment, l'espèce humaine aujourd'hui est en train de tuer tout le vivant non humain.
Et comme elle est en train de tuer tout le vivant non humain, elle ne peut pas vivre sans ce vivant non humain. L'espèce humaine ne peut pas vivre sans ce vivant non humain. Or, ce capitalisme-là est en train de tuer ce vivant non humain. Ça va prendre du temps, hein. C'est pas... Mais il serait quand même dommageable que la fin de cette modalité du capitalisme financier signifie aussi la fin de l'espèce humaine. Ce serait ennuyeux, enfin, mais pour certains en tout cas. Donc, à côté de cette déconstruction-là, en fait, il conviendrait de déconstruire les discours identitaires dans leur double composante, dans leur composante religieuse, certes, et dans leur composante séculière, qui, en fait, est la composante de cette hégémonie de la civilisation occidentale, c'est-à-dire cette composante séculière de ce monopole, en fait, de l'universalisme qu'essaye de garder l'Occident. C'est, comme je vous le disais, c'est un travail dont on ne sait pas ce qu'il donnera. Ce que je viens de vous dire, les dernières 5 minutes de mon intervention, se résument à une utopie, à un vœu pieux, pas le décentrement. Le décentrement de l'Occident arrivera, en fait, est en train d'arriver. Aujourd'hui, la Chine est la 2e puissance mondiale. Je ne veux pas dire pour autant que la Chine sera un meilleur impérialisme, un impérialisme plus gentil que l'impérialisme occidental, c'est pas sûr. Hein. Il a été moins guerrier dans son histoire. Il a été moins conquérant et moins guerrier, qu'on le veuille. Mais enfin, je ne mesure pas, si vous voulez, la valeur ou la gentillesse d'un impérialisme par rapport à l'autre. Donc, le décentrement de l'Occident, oui, bien sûr, il advient. Lentement, ça ne va pas être forcément mieux, ça ne va pas être forcément plus mal, mais aujourd'hui, si l'Amérique du Nord reste, les États-Unis, pardon, parce que le Canada est tout à fait marginal dans cette affaire, si les États-Unis restent encore la première puissance mondiale, l'Europe est totalement marginalisée. C'est fini, l'Europe, c'est un grand musée, l'Europe. Très beau, magnifique. Mais l'Europe ne compte plus dans les équations mondiales à l'heure actuelle. Sauf sur le plan économique, parce que c'est un marché unique qui est important, qui fait 450 millions d'habitants, qui est très riche. Mais sur le plan géopolitique, l'Europe ne compte plus. L'Europe n'a aucune voix sur le plan géopolitique. Elle n'a d'influence sur rien à l'heure actuelle. Donc, déjà, le décentrement pour l'Europe est tout à fait réel. Mais pour le reste, donc, effectivement, il convient d'œuvrer, et c'est dans les suds du monde que l'on y travaille aujourd'hui, d'œuvrer non plus, donc, de déconstruire, et je finirai par là, cet universalisme vertical qu'a été l'universalisme occidental, du haut vers le bas. On va vous apporter l'universalisme. Donc cette espèce d'universalisme de surplomb, si je puis dire, pour la construction d'un universel latéral, d'un universel horizontal, dans lequel peuvent se reconnaître tous les peuples du monde qui partageraient. Enfin, en fait, il s'agit, le travail, c'est d'universaliser l'universel. Voilà. C'est pas une mince affaire et je vous remercie. Si Sophie Bessis, hein, on va encore l'applaudir. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, comme l'oratrice vous a dit, elle aime les débats et elle aime qu'on lui pose des questions. Non ? Non, mais évidemment, je suis prête à répondre à toutes les questions, voilà. Si je peux, bien sûr. Je n'ai pas, voilà. Alors, les questions, parce qu'on connaît certains intervenants, que ce ne soit pas non plus trop long pour que tout le monde puisse participer. Oui, bonsoir. Dans votre exposé, donc, vous avez abordé donc, les... Pardon ? Dans votre exposé, vous avez abordé donc, les fondamentalismes religieux et le fondamentalisme marchand, capitaliste. Mais il y a certains types de fondamentalisme que vous n'avez pas abordés,
mais en fait, ils ne sont pas abordés de manière explicite, mais ils sont apparus en creux. C'est de manière implicite. C'est les fondamentalismes politiques et idéologiques qui se sont développés à partir de la fin du XVIIIe siècle et qui ont littéralement explosé donc, au XXe siècle et qui sont pour l'essentiel d'origine européenne. Je veux dire par là donc tous les nationalismes, les différentes formes de socialisme puis de communisme qui avaient pour certains des dimensions fondamentalistes, et également puisque bon, on a vu apparaître donc les nationalismes ont donné donc dans leur dimension identitaire les fascismes et le nazisme donc au niveau européen, mais également qui sont répandus également dans le reste du monde, et les formes de socialisme et de communisme qui ont une dimension universaliste, non pas identitaire mais universaliste, eux ont donné des formes de socialisme et de communisme autoritaire voire totalitaire, notamment le stalinisme et le maoïsme, voilà. Qui comprenaient eux-mêmes des dimensions de religiosité. Donc voilà, donc si vous pouviez développer... Quelle est votre question? Voilà. J'ai pas compris votre question. Excusez-moi. Ma question c'est, est-ce qu'il ne faut pas aussi intégrer ces formes de fondamentalisme politique, notamment d'origine européenne, qui se sont développées en Europe, mais qui se sont répandues dans le monde Oui, moi je ne parlerai pas de fondamentalisme politique, mais de fondamentalisme idéologique. Il y en a, bien sûr. Au contraire, la politique est le champ de la négociation. Qu'est-ce que c'est la politique? Qu'est-ce que c'est de la politique? C'est la façon de ne pas faire la guerre. C'est le lieu même de la négociation. C'est le lieu même du compromis, le champ politique. Donc on ne peut pas parler de fondamentalisme politique. C'est pas... En revanche, oui, pour les idéologies, certes, dans la mesure où les idéologies sont des systèmes de croyances. Et à partir du moment où vous avez un système de croyances, eh bien un système de croyances, il est en général fermé. Bon. Il est en général fermé, et vous avez pris l'exemple des nationalismes, c'est l'évidence, évidemment, et les nationalismes, tous, comme je le disais, il n'y a pas d'exception historique à cela, donnent, aboutissent, disons, à des modalités de fascisme, quels que soient ces nationalismes. Et c'est la raison pour laquelle il est évidemment... Alors, il ne faut pas confondre nationalisme et lutte de libération nationale. Les luttes de libération nationale ont été une exigence pour les peuples colonisés, bien évidemment, de se libérer de la colonisation, qui a été quand même une opération absolument catastrophique pour chaque peuple colonisé. Mais si la libération nationale est une exigence historique, le nationalisme est une idéologie. Et il y a eu des luttes de libération nationale qui ne se sont pas appuyées sur des nationalismes. Beaucoup de luttes de libération nationale se sont appuyées sur des idéologies nationalistes, mais pas toutes. Si je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, eh bien, la lutte contre l'apartheid, la lutte pour une société égalitaire n'a pas été une lutte qui s'est appuyée sur un nationalisme noir, pas du tout. Il n'y a qu'à reprendre les écrits de Mandela, etc. Et même son action politique elle-même. Bon, le communisme a été, je pense que Marx et Engels ont cessé de se retourner dans leur tombe depuis leur décès, a été un système de croyance. Et justement, il n'a été, à partir du moment où il s'est réalisé, il n'a été que un système de croyance. Il a été une forme d'église, hein, dont d'ailleurs dans laquelle on entrait et dont on pouvait être expulsé, ça dépendait. Et que donc, c'est évidemment, on peut, si on veut, parler de ces nationalismes ou de ce que l'on a appelé pendant très longtemps le socialisme réalisé, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait, comme des fondamentalismes, oui. Mais d'ailleurs, ils ont pu se rejoindre. Si l'on prend le stalinisme n'a jamais été un internationalisme, en fait. D'abord parce que il s'est, à partir de la mort de Lénine,
pour lequel n'était pas très brillant non plus, mais enfin, on va pas entrer dans ces querelles. Le stalinisme s'est appuyé sur la révolution dans un seul pays, et à partir du moment où le pacte germano-soviétique, le pacte Molotov-Ribbentrop a été rompu, Staline a fait appel à la Sainte Russie pour mobiliser le peuple contre l'Allemagne. Et ça a été, et là nous avons eu à faire, le discours stalinien pendant la Deuxième Guerre mondiale a été un discours profondément russe, n'a pas été un discours soviétique, il a été un discours russe. C'était la Sainte Russie qu'il fallait sauver. Et donc vous voyez comment ça peut se rencontrer. Voilà ce que je peux répondre. D'autres questions? Je saute. Attendez, il y a quelqu'un qui veut... Oui. Vous pouvez parler assez fort parce qu'il n'y a pas une... Vous avez parlé de la part prise par les mondes non européens dans l'émergence d'un nouvel universalisme. Vous avez fait allusion par exemple aux travaux des historiens indiens, mais je ne vois pas trop concrètement, enfin, je veux dire, est-ce que vous avez des exemples à donner sur cette émergence ou ces travaux voilà. Sur ces travaux, oui, tout à fait. Je ne vais pas vous donner, il y a une bibliographie extrêmement abondante là-dessus. Si je prends les Indiens, bon, j'ai cité Dipesh Chakrabarty pour provincialiser l'Europe, il y a qui est américain depuis, mais Arjuna Padurai qui a fait des travaux tout à fait fondamentaux sur la modernité occidentale, les travaux d'Arjuna Padurai en montrant comment, en fait, ce n'était pas le contenu de cette modernité qui importait, mais c'était le fait que cette modernité impliquait une autre façon de regarder le monde. Et il a fait des analyses extrêmement importantes à Padurai. Bon, vous avez pour les décoloniaux, Gayatri Spivak, évidemment, bon, qui était professeur à Columbia pendant des années, et qui était enfin, vous en avez un tas, je veux dire, les Indiens ont... pour ce qui est des analyses de cela, vous avez un historien français qui me semble extrêmement intéressant, qui a beaucoup travaillé sur la désoccidentalisation des savoirs, et qui s'appelle Thomas Brisson, voilà, qui a énormément travaillé sur la désoccidentalisation des savoirs, et comment les différentes formes de cette désoccidentalisation des savoirs, enfin vous avez une bibliographie très très abondante, vous avez pour les Africains, effectivement, vous avez également des penseurs sénégalais comme Mamadou Diouf qui sont importants en cela, vous avez toute une nouvelle école dans le monde arabe, enfin, il y en a partout. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Mais vous voulez des exemples de quoi? De ces discours qu'ils élaborés par cette pensée, par ces pensées, en quoi est-ce que c'est différent de ce qui peut être produit par vous, par exemple? Non, c'est pas que c'est différent. D'abord, vous avez des penseurs tout à fait... Le centre de ce discours, de ces discours des penseurs dont je vous parle, c'est de dire, d'abord, nos civilisations ont produit des universaux. Les universaux ne sont pas uniquement une invention occidentale. Toutes les civilisations ont produit des formes d'universaux. Bon, à partir de là, je schématise évidemment, parce qu'à partir de là, vous avez des philosophes de la rencontre, vous avez des philosophes de l'exclusivité, ça dépend, vous avez beaucoup d'écoles. Mais justement, quelqu'un comme Thomas Brisson a beaucoup étudié les rencontres entre les penseurs de civilisations différentes à l'époque de la modernité. Il a pris essentiellement dans ce dernier bouquin comme exemple le Japon, la Chine et le monde arabe, en montrant comment ces modernités se rencontrent et comment en Chine, au Japon, dans le monde arabe, essentiellement en Égypte au XIXe siècle, qui est quand même dans l'Égypte de 1830, à partir de 1830, comment on discute la modernité européenne, mais comment, du coup, l'impérialisme de cette modernité permet à ces penseurs de poser des questions sur leur propre culture, sur leur propre civilisation. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces questions qui se posent, avec des rencontres parfois extrêmement fécondes, disons, entre ces penseurs,
qu'ils soient occidentaux, ces penseurs occidentaux et ces penseurs de... Parfois, ces rencontres sont fécondes, parfois elles ne le sont pas. Je prends deux exemples. Au début du XXe siècle, la rencontre entre un spécialiste du bouddhisme zen japonais qui est Suzuki et qui a eu des échanges extrêmement féconds avec Jung, avec la psychanalyse allemande, extrêmement fécond. Ça, c'est un exemple. En revanche, si on prend Ernest Renan et ses échanges avec Jamaleddin Al-Afghani, qui est un des penseurs de ce qu'on a appelé le Nahda, c'est-à-dire la Renaissance arabe à la fin du XIXe siècle, bon, Renan était trop enfermé dans son exclusivisme occidental pour comprendre un Jamaleddin Afghani. Et il y a eu une controverse très, très intéressante entre eux, hein, puisque Renan avait donné une conférence sur l'incapacité de l'islam à penser, je crois, quelque chose comme ça, et Jamaleddin Afghani avait répondu dans une réponse extrêmement argumentée à Ernest Renan, et Ernest Renan avait reconnu tout à fait l'intelligence de Jamaleddin Afghani, qui était iranien. Non, enfin, Al-Afghani, ça veut dire venu du haut Iran, c'est-à-dire de la frontière afghano-iranienne. Donc un grand penseur musulman de la fin du XIXe siècle. Donc voilà, il y a eu des échanges, il y a eu des controverses, voilà. Mais c'est, en fait, quand Chakrabarty dit provincialiser l'Europe, c'est de dire voilà, que l'Europe cesse de penser qu'elle a été seule à inventer des universaux. Voilà. Donc alors, alors parfois il y a des instrumentalisations de textes qui ne sont pas vraiment des universaux. Je pense à la charte du Mandé dans l'Empire mandingue. Bon, que les Africains aujourd'hui ressortent aujourd'hui cette charte du Mandé qui est ce qu'on trouve dans toutes les civilisations, c'est-à-dire le tu ne tueras point, tu respecteras ceci, ceci et cela, tu ne feras pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Ça existe absolument dans toutes les civilisations. Et donc, ce sont des universaux, bien évidemment. D'autres questions? Oui, je monte. Malheureusement, c'est toujours en haut. C'est à partir de quand et pour quelles raisons on a commencé à parler d'une civilisation judéo-chrétienne en remplacement de la civilisation gréco-latine? Merci. Bon, alors vous permettez, là... C'est trop long? Je vais faire de l'autopub. Parce que si je commence à parler de ça, j'en ai encore pour 1 heure. Donc je ne vais pas en parler. Disons que cette notion est entrée dans le langage courant il y a une grosse quarantaine d'années. Elle a toujours existé dans les domaines théologiques et savants. C'est une notion ancienne. Ancienne, effectivement, dans la mesure où le judaïsme a donné naissance au christianisme. En fait, vous avez 3 versions du monothéisme, qui est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Voilà, qui sont les 3 versions du monothéisme abrahamique. Chronologiquement, le judaïsme, puis le christianisme, puis l'islam. C'est une simplicité biblique, si je puis dire. Bon, sans jeu de mots. Et donc, effectivement, d'abord, judaïsme et christianisme ont mis environ 2 siècles à se séparer vraiment l'un de l'autre. Jusqu'à la fin du IIe siècle, bon, la séparation n'était pas évidente. Elle a commencé avec un certain nombre d'écrits, comme les écrits de Tertullien, à la fin du IIe siècle. Mais pendant très longtemps, ça s'est cantonné au domaine théologique et savant. Et depuis le début des années 80 à peu près, eh bien, c'est devenu une expression hégémonique dans le langage courant. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous achetez un bouquin qui s'appelle « La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture ». Voilà. Pardon? Est-ce que c'est pour arranger l'extrême droite? Non, non. Bon, oui, enfin ça c'est encore une autre histoire, mais dont je parle dans ce petit bouquin. Je vous parle.
apparemment, il y avait une autre question là, où vous permettez que monsieur réponde d'abord? Voilà. Merci madame pour votre exposé. On a beaucoup apprécié le large éventail des sujets que vous avez effectivement abordés. Et moi, il y a un sujet qui m'interpelle particulièrement, c'est cette lutte actuellement que nous constatons, que vous avez évoquée rapidement, contre la démocratie. En fait, ce que vous avez effectivement essayé de montrer, que cet impérialisme marchand actuellement, ils ont tous ces, disons, par exemple aux États-Unis ou même en Europe, tous les dominants dans le domaine marchand, dans le domaine de la finance, constatent effectivement que la démocratie est un obstacle. Dans quel sens? Dans le sens d'abord que ce que vous avez dit, c'est une réglementation, alors qu'ils sont contre toutes les réglementations, et dans le sens aussi, ce qui vraiment, c'est qu'ils n'admettent pas qu'il y ait un homme, une voix. Ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Parce que durant les 20, les 30 dernières années, on a constaté quand même un développement important sur les droits humains. On ne parle plus des droits de l'homme, on parle des droits humains à l'échelle internationale. Et le travail qui a été fait par les groupes des Nations Unies sur le genre, sur les minorités, ça les a pratiquement agacés. Et ce qui fait que, maintenant, les Nations Unies ne représentent plus rien. Le discours de Trump aux Nations Unies, c'est une insulte pour le monde entier. Quelle est votre question, monsieur? Alors, ma question, alors, la question, elle va être très claire. Vous avez, dans les propositions que vous avez faites, vous avez dit l'universalisme horizontal. Pour moi, c'est une utopie. Merci. Mais j'ai dit que c'était une utopie. En tout cas, non, moi je ne pense pas que ce soit... Non, eh bien non. Eh bien non, je ne pense pas que ce soit une utopie. Parce qu'il est en train de se construire. Que vous le voulez ou non. C'est-à-dire que, à partir du moment où cela se discute, si vous voulez, la question de l'universel n'est pas une question nord-sud, aujourd'hui. Elle n'est pas une question nord-sud. C'est-à-dire, c'est pas le nord qui est universaliste et le sud qui est... on ne saurait quoi. Moi, je récuse la notion de sud global, en plus. C'est une notion qui n'est pas pertinente. Mais donc, non, au sein de chaque société du Sud, quelle que soit la société que vous preniez, il y a des débats extrêmement importants, qui parfois d'ailleurs peuvent aboutir à des conflits, ces débats entre les tenants d'un certain nombre de principes universels et les tenants d'identités fermées. Et donc ces débats, ils existent, ils sont là, ils produisent de la pensée, critique. Donc, et d'ailleurs, l'universel est en train de s'horizontaliser. Est en train, quand vous avez des gens, des penseurs de toutes les cultures du monde qui pensent cela. Prenez les universités américaines. Très intéressant, les universités américaines. Même si M. Trump, aujourd'hui, essaye de les faire taire. Mais prenez les plus grands chercheurs des universités américaines. Ils n'ont pas tout à fait des noms anglo-saxons. Je vous citais tout à l'heure Arjuna Padura et Gayatri Spivak. Ce sont des profs à Columbia University. Edward Said a fait toute sa carrière de professeur à l'université de Columbia. Il était professeur de littérature comparée, Edward Said, avant tout. Bon. Donc voilà, disons que cet universalisme vertical est contesté dans les centres, n'est pas seulement contesté à la périphérie. Et ça, c'est très important. Une autre question de monsieur ici. Oui, ce n'est pas une question, mais ce sont deux remarques. Quand vous avez parlé du pouvoir d'achat, j'avais l'impression que vous accordiez une connotation négative à ce terme. Et en plus, vous mettez en doute qu'il puisse y avoir un lien entre pouvoir d'achat et bonheur. Alors, mon opinion, c'est
un pouvoir d'achat, ce n'est pas forcément négatif. Si le mien augmente, je suis content. Et deuxièmement, ça peut être lié à plus de bonheur, parce que ça me donne toute une série de possibilités que je n'aurais pas sans un pouvoir d'achat, je dirais, raisonnable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, vous avez dit que chaque acte de consommation est un acte solidaire. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Si j'achète une voiture pour ma famille, ben, ce n'est pas que moi qui profite de la voiture, mais toute la famille. Merci. Vous avez tout à fait raison de penser que je donne une charge relativement négative au terme de pouvoir d'achat. Vous ne vous êtes pas trompé. Je crois que nous sommes dans un monde où l'avoir a remplacé l'être. On ne parle plus du progrès de l'être, en fait. Le progrès, c'est avoir. Avoir de plus en plus. Et je disais bien tout à l'heure, enfin, il me semble avoir été clair, mais peut-être ne l'ai-je pas été suffisamment, de dire qu'évidemment, pour des populations en état de pauvreté, en état de précarité, il était absolument indispensable d'augmenter leur capacité à se procurer les biens essentiels. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Mais pour autant, résumer le bonheur en pouvoir d'achat, je trouve personnellement que c'est catastrophique. On peut ne pas être d'accord avec moi. Voilà. Mais c'est ça le bonheur, c'est avoir plus de pouvoir d'achat. Pour moi, je pense que le bonheur est de mieux vivre. Et le mieux n'est pas forcément le plus. Voilà. Et que justement, la force du capitalisme est d'avoir rendu synonyme le mieux et le plus. Le plus, c'est le mieux. Et je pense que le plus n'est pas forcément le mieux. Maintenant, l'acte de consommation, prenez l'exemple de la voiture. Oui, le caractère solitaire peut s'élargir à la famille nucléaire. Voilà. Mais ça reste un acte solitaire. Je confirme, Sophie Lefsis avait bien fait ce distinguo tout à l'heure. D'autres questions? Il y a une dame, vous lui accordez le... Vous êtes galant, monsieur galant. Oui, bonjour. Alors, moi, ma question, c'était justement par rapport à l'actualité des études des savoirs. Et donc, en France, parce que si je compare avec le monde anglo-saxon, je pense qu'ils sont beaucoup plus avancés dans ces études. Même, je viens de voir que, par exemple, en Angleterre, il y a même un centre qu'ils appellent Center for Decolonizing Knowledge. Pardon. C'est un centre, en fait, en Angleterre, qui justement qui s'appelle Center for Decolonizing Knowledge in Teaching, Research and Practice, et qui explore les significations et les manières de décoloniser les savoirs dans l'enseignement, la recherche et la pratique. Je trouve qu'un tel type comme ça en France, c'est un peu lointain en fait d'imaginer, parce qu'on n'a pas de... Je vous citais il y a un instant un chercheur comme Thomas Brisson, dont le dernier bouquin s'appelle la désoccidentalisation des savoirs. Vous avez des chercheurs comme Didier Fassin au Collège de France, comme... c'est pas... ce qui différencie le monde anglo-saxon disons, de l'habitus culturel en France, ce n'est pas cela. Les études postcoloniales sont riches en France. C'est que dans le monde anglo-saxon, la différence avec la France, c'est que la France a le monde anglo-saxon, l'impérialisme britannique, par exemple. Je vais en prendre l'impérialisme britannique. N'a jamais eu pour ambition de transformer les Indiens ou les Nigérians en Britanniques. Pas du tout. Ça n'a jamais été le but. Il y a quelque chose dans l'impérialisme français qui a voulu transformer les Algériens ou les Congolais en Français. C'est-à-dire cette logique qu'on a appelée assimilationniste, intégrationniste, etc. Et donc, pour un Britannique, quand vous lisez toutes, avec très rares exceptions prises, un Indien était un Indien, et il n'arriverait jamais
Et enfin, je prends le mauvais exemple pour les Indiens, je vous explique pourquoi. Non, ils n'arriveraient jamais à être britanniques. Bon, et un Nigérian restait, bien qu'aujourd'hui, la cour, les tribunaux nigériens mettent la perruque comme dans l'Angleterre. C'est pourquoi je dis l'Indien. Parce qu'en fait, la grande différence aussi entre l'impérialisme anglo-saxon et l'impérialisme français, c'est que l'Angleterre a été fascinée par sa colonie. L'Angleterre a été colonisée par sa colonie d'une certaine façon. C'est-à-dire sa fascination pour l'Inde a été telle qu'elle a été aussi... C'est un rapport extrêmement ambivalent. Alors, c'était un impérialisme d'exploitation, de colonisation. Je veux dire, les principes fondamentaux de la colonisation étaient là, bien sûr. Hein. Et ça a commencé avec la Compagnie des Indes orientales, qui n'a pas été tendre. La Compagnie des Indes orientales avec le paysan indien, le prolétaire indien. Vous savez comment, parce que je parlais de la mondialisation, il y a eu, la mondialisation, ça a été aussi les délocalisations. Mais les premières délocalisations, ça a été du sud vers le nord. Et quand l'industrie textile britannique a commencé à prospérer, il fallait tuer l'industrie textile indienne. Bon, puisque l'Inde était le premier producteur et exportateur textile du monde. Et on le voit dans le vocabulaire. En fait, on appelait les Écossais les madras. Donc, il fallait tuer l'industrie textile indienne. Et les Anglais ont très bien tué l'industrie textile indienne, entre autres en coupant le majeur des tisserands dans les ateliers textiles. Vous avez coupé le majeur des tisserands, et donc les tisserands ne pouvaient plus tisser. C'est vrai, ça? Mais c'est tout à fait vrai. Voilà. Et donc, Manchester est devenue la capitale du textile mondial, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Voilà. Et donc, effectivement, les approches anglo-saxonnes et françaises ne sont pas tout à fait les mêmes, dans la mesure où l'histoire des deux impérialismes n'est pas tout à fait le même. Hein. Tous les impérialismes ont des fondamentaux semblables, mais ont des modalités qui ne sont pas toujours identiques. L'impérialisme néerlandais en Indonésie, l'impérialisme belge au Congo dit belge, le français, le britannique. Bon, sont pas... Et donc, effectivement, l'histoire de ces impérialismes a créé, si l'on peut dire, des préoccupations postcoloniales qui ne sont pas tout à fait les mêmes, bien sûr, mais c'est pas fondamental à mon sens. Voilà. Bon, le monsieur qui a eu la galanterie de laisser parler. Comment expliquez-vous le natalisme obsessionnel qui pousse les vieux messieurs de l'Orient à épouser des gamines de 12 ans et leur faire une vingtaine d'enfants? Je ne sais pas du tout, je n'ai pas compris. Le natalisme de qui? De l'universel et plus particulièrement en Orient. Monsieur est jaloux. Je trouve ça dégueulasse. Vous voulez parler de la démographie La démographie galopante, oui. Et l'interdiction de tuer, l'interdiction de se tuer quand on n'a pas envie de vivre, par exemple. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de vivre? Monsieur a centré sur les vieux messieurs qui épousaient de très jeunes filles en Orient. Et est-ce que... c'est peut-être pas un universel. J'ai tout à fait compris. J'ai tout à fait compris votre propos. Alors, disons que si on prend l'histoire de la démographie mondiale, ce qu'on appelle, c'est une discipline, la démographie historique. La démographie historique est une discipline qui est enseignée. Vous avez d'excellents démographes en France, d'ailleurs, hein, à l'INED, à l'Institut national d'études démographiques. Vous avez 3 périodes dans l'histoire de la démographie mondiale. Et selon les continents, les contextes, elles se passent pas au même moment. Première période, dans la démographie, on meurt beaucoup et on naît beaucoup. Hein. La mortalité est extrêmement importante, la natalité est extrêmement importante, et en gros ça s'équilibre, la population n'augmente que très très lentement.
Ensuite, deuxième période, grâce au progrès de la médecine, etc., la mortalité, essentiellement la mortalité infantile, diminue fortement, mais vous avez ce qu'on appelle des inerties démographiques et des inerties sociologiques. Des inerties. Et donc, la natalité ne diminue pas aussi vite que la mortalité. Et donc là, nous sommes dans une période où la population augmente vite, dans la mesure où la mortalité diminue beaucoup et la natalité diminue beaucoup plus lentement. Ensuite, troisième période, mortalité et natalité s'équilibrent, ou même la natalité devient moins importante que la mortalité et la population est stationnaire ou commence à diminuer. Donc, si vous voulez, et donc les périodes selon les pays, par exemple, si je prends l'exemple de la France est un pays dont la natalité a diminué beaucoup à partir du XVIIIe siècle, en réalité, pour des raisons d'ailleurs, en réalité pour des raisons financières, du fait des lois sur les droits d'aînesse, sur les successions, etc. Mais si l'on prend l'exemple du monde, vous avez des asymétries dans le monde aujourd'hui. Si vous lisez toute la littérature européenne du XIXe siècle, je vous renvoie à la littérature, les barbons qui épousaient des jeunesses, ça a existé absolument partout. Hein. Alors, qu'on n'aille pas me dire que ça n'existe qu'en Orient, c'est faux. C'est faux. Lisez Balzac, lisez Jane Austen, lisez qui vous voudrez. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, donc, effectivement, il y a des asymétries. Aujourd'hui, dans une bonne partie de ce que vous appelez l'Orient, la natalité et la mortalité se sont équilibrées. Ça y est. Au contraire même, vous avez des moments de dénatalité. Si je prends l'exemple de la Corée du Sud, c'est la natalité la plus basse du monde aujourd'hui. La Corée du Sud. Si je prends mon pays, la Tunisie, l'indice de fécondité en Tunisie est aujourd'hui de 1,7. Vous savez que pour la reproduction à égalité, il faut que l'indice de fécondité soit de 2,1. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2,1 enfants par femme pour que la population se maintienne. Statistiquement parlant, évidemment. Hein. 2,1, ce qu'on appelle l'indice de fécondité, c'est la fécondité des femmes dans leur âge fécond, c'est-à-dire de 15 à 40 ans à peu près. Non, maintenant, avec des technologies, on peut faire des enfants plus tard, mais en gros, c'est de 15 à 40 ans. Donc, effectivement, dans les sociétés traditionnelles, on mariait les filles très jeunes et vous aviez des stratégies de maximisation totale de la fécondité du fait de l'importance de la mortalité infantile. C'est-à-dire que pour garder 5 enfants, il fallait en faire 10 ou 12. Voilà. Donc, mais la mortalité a diminué et la natalité, comme je vous le dis, diminue moins vite. Aujourd'hui, les pays, disons les aires culturelles où vous avez partout la natalité a diminué, absolument partout, sauf où elle diminue trop lentement, c'est dans l'Afrique soudano-sahélienne essentiellement, qui est aujourd'hui la région du monde où la natalité a le moins diminué. Pardon ? Le Nigeria et l'Égypte ? Non, la natalité a diminué en Égypte, et le Nigeria aussi. Ça dépend des régions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas importante. Elle a commencé à diminuer. C'est-à-dire que le mouvement de diminution et le mouvement de diminution de la fécondité a entamé. On peut trouver qu'il est long, mais ça y est, il a commencé. Là où il reprend, nous parlions des fondamentalismes. Dans toutes les familles fondamentalistes, elles font beaucoup d'enfants. Je vous donne l'exemple Israël-Palestine parce que les statistiques sont tombées il n'y a pas longtemps. Vous avez 3 types de population. Si on prend Israël-Palestine, vous avez les Israéliens de confession juive, les Palestiniens, et parmi les Israéliens de confession juive, les fondamentalistes. Quels sont les indices de fécondité de ces 3 populations? Les juifs laïcs, les juifs fondamentalistes et les Palestiniens. Les juifs laïcs, les Israéliens juifs laïcs, ils ont à peu près 2 enfants par couple, as usual, normal. Les Palestiniens, c'est entre 3 ou 4. Entre 3 et 4, entre 3 et 5, ça dépend.
Les fondamentalistes juifs, 10. Voilà. Ça, ce sont des statistiques démographiques. Bon, donc 10 enfants. C'est pour ça que d'ailleurs, les fondamentalistes juifs en Israël sont aujourd'hui 14% de la population juive israélienne et seront 30% dans 15 ans. Voilà. Donc c'est intéressant quand même, il faut tout voir. Donc effectivement, il y a encore des sociétés qui ne sont pas sorties du moule traditionnel, où il y a ce qu'on appelle les mariages précoces des filles. Ce qui est une calamité. Et il faut lutter contre les mariages précoces des filles. Quel est le moyen de lutter, le moyen le plus efficace de lutter contre les mariages précoces des filles? C'est l'école. Parce que quand les filles vont à l'école, eh ben, on ne peut pas les marier à 13 ou 14 ans. Moi, je vois en Tunisie, c'est très plein. Aujourd'hui, l'âge moyen du mariage des femmes dans un pays comme la Tunisie, c'est 28 ans. Parce qu'elles vont à l'école, elles passent le bac, elles font des études supérieures. Voilà. Donc, et alors évidemment, quand on marie une fille à 14 ans, à 20 ans, elle a déjà 3 ou 4 gosses. Quand elle se marie à 28 ans, ça, c'est sûr que la natalité va diminuer. Donc, c'est aussi une question de développement, profondément. Donc effectivement, dans toutes les sociétés traditionnelles, en fait, on marie les filles dès leur puberté. Voilà, c'est ça. Pour qu'elles fassent le plus d'enfants possible, le mariage s'effectue à la puberté. Et plus une société, disons, se défait de ces fatums qui est la mortalité infantile, plus elle se défait de ce fatum qui est la mortalité infantile, moins elle va avoir des stratégies de maximisation de la natalité. Mais, comme je vous le disais, il y a des inerties sociologiques qui font que ça va plus lentement que les changements démographiques. Voilà ce que je peux vous dire, au lieu de dire il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien. Ok? Là, oui. Nous avons une autre question. C'est la... Merci. Bonsoir. Moi, je voudrais un petit peu... Alors, je vais peut-être revenir sur des choses un peu plus pragmatiques, peut-être un peu plus terre-à-terre, un peu moins philosophique. Je voudrais simplement... Vous savez que la démographie, c'est pas philosophique du tout. Non, alors justement, là-dessus, je voudrais rebondir sur une remarque qui fait qu'effectivement, dans ce qu'on appelle le monde donc occidental et européen en particulier, on a eu possibilité, avec toutes les lois qui sont arrivées, d'IVG, etc., de, faire une certaine stabilité du nombre d'enfants par famille, etc. Mais on en est arrivé, je pense qu'en France on va y arriver certainement aussi, on est arrivé dans des pays par exemple comme l'Allemagne, où on s'est aperçu, les gouvernements, et Mme Merkel en particulier... Quelle est votre question, je vous prie? Voilà, alors ma question c'était justement, par rapport à ça, par rapport aussi à la réflexion sur le pouvoir d'achat. On dit que ce pouvoir d'achat, c'est une aptitude à consommer et que finalement c'est une recherche de droits individuels. Mais lorsque l'on voit aujourd'hui, et depuis déjà quand même plusieurs années, une population qui essaye de défendre des droits communs, justement, collectifs, comme la sécurité sociale ou les services publics, est-ce qu'on ne peut pas déjà dire que c'est le début du retissage de solidarité? Et est-ce qu'on ne peut pas, être un peu moins, je dirais, catégorique, voilà, en disant que on va voir ce qui va se passer, on va voir comment ça va se passer. Le capitalisme financier, vous disiez, est en train de se tuer lui-même. Donc, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui... Très longtemps, hein. Il va mettre très très longtemps. Oui, je m'en doute très bien. Mais parce qu'il a encore beaucoup d'actifs et il a encore beaucoup de possibilités. Bon, non, j'ai compris ce que vous voulez dire. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas déjà Alors, quelques pas? Si j'ai pu paraître catégorique, ce n'est pas mon cas, dans la mesure où, effectivement, je préfère questionner en général, je préfère questionner qu'asséner des certitudes. Quand je dis que
la société de consommation crée des revendications fragmentaires. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que le collectif a totalement disparu, bien sûr. Il peut y avoir cohabitation entre de la revendication collective qui demeure pour la préservation ou l'accroissement des droits collectifs, comme la sécurité sociale que vous évoquiez, bien sûr, mais cela n'empêche pas, à mon sens, que ces revendications collectives, parfois, pas toujours heureusement, parfois puissent passer au second plan par rapport à des revendications fragmentaires. Je prends l'exemple des États-Unis. Une des raisons, alors, moi je suis tout à fait pour la défense de toutes les minorités, que les choses soient extrêmement claires, que ce soit la minorité ethnique, les minorités, les orientations sexuelles, etc. Mais si on ne parle que de cela, en oubliant les revendications collectives, et c'est la mésaventure qui est arrivée au Parti démocrate américain. Le Parti démocrate américain a axé, disons, sa politique sur les revendications d'une série de minorités. Il fallait le faire. Il ne fallait pas faire que cela. Et le Parti démocrate a totalement oublié les revendications sociales collectives. Et donc, si M. Trump a gagné, c'est aussi du fait que le Parti démocrate a abandonné les classes populaires aux États-Unis. Et l'abandon des classes populaires a été une des défaites, une des raisons de la défaite des démocrates. Et si M. Zohran Mamdani a gagné à New York, la mairie de New York, aujourd'hui, c'est parce qu'il a repris un discours de défense des classes populaires. Donc, je crois que, effectivement, il convient, là encore, de défendre, certes, les droits des minorités. Ils demandent à être défendus. Si les droits des Noirs n'avaient pas été défendus aux États-Unis, je ne sais pas où on s'en lancerait aujourd'hui. Mais en même temps, il ne faut pas oublier les droits collectifs, les droits sociaux collectifs. Donc, il faut faire les deux. Donc, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, la fragmentation des droits, la fragmentation des revendications est tout à fait réelle, mais elle ne saurait remplacer la défense des droits collectifs. Bon, je crois qu'on peut peut-être arrêter. Juste peut-être une dernière question. Alors, vous avez un fan dans la salle qui attendait depuis longtemps. Merci. Je voulais vous interroger sur les conditions de possibilité du décentrement de l'universel occidental. Parce que passer d'un universel occidental vertical à un universel horizontal, bien évidemment, ça ne serait pas utopiste si c'est par l'émergence d'autres puissances du Sud qui viendraient contester l'hégémonie. Mais par contre, un décentrement qui viendrait de l'Occident lui-même, qui renoncerait au caractère hégémonique de son propre universel, et qui là, pour le coup, serait beaucoup plus intéressant, serait un décentrement complet. Donc je m'interrogeais pour savoir s'il fallait dissocier un décentrement subi par l'émergence de puissances comme la Chine, que vous avez évoqué, ou un décentrement avec un processus d'autodécentrement de l'Occident lui-même, ses conditions de possibilité. Et à ce moment-là, le plan horizontal auquel on aboutirait ne serait pas un universel horizontal subi avec différents universaux qui se contestent à l'intérieur de ce plan horizontal, mais un véritable plan d'immanence avec un principe qui viendrait de soi-même. Donc je m'interrogeais s'il fallait aboutir ou pas à un universel horizontal ou immanent. Merci. Alors, ces constitutions de possibilités, elles existent d'abord. Parce que les Occidentaux sont contraints d'abandonner leur centralité. Elle leur est contestée. Je veux dire, je vous donnais l'exemple de l'Europe tout à l'heure. L'Europe n'est plus centrale. C'est pas qu'elle a dit, que les Européens ont dit un jour on ne veut plus être centraux. Non, ils ont été obligés. C'est tout. Ils ne comptent plus. Ils ne comptent plus. C'est-à-dire que vous avez aussi des trajectoires de puissance. Et les trajectoires de puissance, elles bougent sur la planète. Aujourd'hui, un des lieux les plus importants de la puissance, c'est l'Asie de l'Est. Bon, c'est comme ça. Et ce n'est pas les Européens qui ont voulu. Ils ont tout fait, au contraire, pour que cela n'advienne pas.
Mais c'est advenu. C'est-à-dire que la Chine a retrouvé la place qui était la sienne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à peu près. Bon. Donc c'est important et elle ne compte pas l'abandonner. Donc, je veux dire, la construction de cet universel latéral demande plusieurs conditions de possibilité, bien sûr, tout à fait différentes. La première, c'est que ça s'effectue sous la contrainte pour les pays et les régions du monde qui étaient centrales. Et ça s'effectue sous la contrainte. Et cette contrainte, elle va continuer. Elle va continuer. Je prends l'Afrique, en 2050, ça sera 1/4 de la population mondiale. En 1850, c'était 10% de la population mondiale. Même pas. C'est-à-dire que, donc, voilà, il y a des conditions objectives à ce décentrement. Bon, qui ne sont pas des conditions de volonté, mais des conditions objectives de ce décentrement. Ensuite, effectivement, si les Occidentaux veulent continuer à avoir des relations correctes avec le reste du monde, il faudrait qu'ils soient un peu plus modestes, disons, on va dire ça comme ça. Certains ont conscience qu'il est nécessaire de faire ce pas de côté. Il est difficile, parce que quand on est hégémonique depuis plus de 5 siècles, disons, allez, pour donner une date, depuis ce que les Européens appellent la découverte de l'Amérique. Moi j'avais écrit il y a longtemps un bouquin là-dessus qui s'appelait L'Occident et les autres, histoire d'une suprématie. Et donc, je l'ai écrit il y a 25 ans. Et donc, je veux dire, 5 siècles de suprématie, ça crée une culture. Une profonde culture, profondément ancrée dans les consciences collectives. Et vous en trouvez aujourd'hui encore des linéaments un peu partout dans le vocabulaire, dans le langage, dans la pensée. C'est très difficile pour un Européen, à part des minorités, de dire oui, je vaux peut-être pas mieux qu'un aborigène australien. C'est très difficile, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je veux dire, il y a une culture en formation. Alors, ça commence, je veux dire. Mais voilà, ça c'est une... Et puis, je crois que ce qui est très important, c'est que c'est l'émergence depuis plusieurs générations d'un habitus intellectuel dans les pays du Sud capable de contester cette centralité. Et cet habitus intellectuel, il existe maintenant. Il existe et de la même manière, si vous voulez, que dans les luttes de libération nationale. On peut prendre la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, tout ce que vous voudrez. Les colonisés se sont emparés de l'universel, des principes universels occidentaux, pour les retourner contre les colonisateurs en disant, je prends l'exemple de la France, vous nous avez engagés dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il fallait lutter pour la démocratie contre le totalitarisme, on est allé se battre avec vous. Maintenant, c'est universel, c'est maintenant, nous allons nous libérer du fait des principes universels. Appliquez-le aux pays colonisés. Donc, vous voyez comment des habitus intellectuels peuvent se créer, se développer, qui créent d'autres conditions de décentrement. Et donc, c'est des ajouts comme ça, croisés, à la fois de contraintes, parce que ce sont des contraintes aussi, et à la fois de prise de conscience collective, à la fois de contestation, venue d'ailleurs, qui peuvent créer la condition de possibilité d'un décentrement global. Je ne sais pas si j'ai répondu. Encore merci, Sophie Bessy.